docteur Damage, je suis médecin responsable des centres d'appareillage de Bretagne et je suis aussi attaché au CHRU où on a organisé, avec la collaboration de nos collègues de chirurgie pédiatrique et les ergothérapeutes et les kinés de rééducation fonctionnelle enfant, une consultation qui s'occupe et qui assure un suivi pour les enfants agénésiques et amputés. Et nous avons dans notre consultation une 60aine d'enfants que nous suivons régulièrement à cette consultation-là. Et parmi lesquels, il y en a plusieurs que j'ai retrouvés dans la salle, ainsi que des familles que je connaisse et que je dis bonjour. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va vous parler rapidement de ce que c'est l'agénésie. Ma collègue Dr Marlex, qui est chirurgien orthopédiste pédiatrique, vous parlera plus en détail des gestes qui rentrent dans la chirurgie et dans le suivi chirurgical de ces enfants. Moi, je vous parlerai surtout de l'appareillage, des types d'appareils, et je répondrai à ce moment-là à toutes les questions que j'ai entendues tout à l'heure, qui ont été soulevées par les familles. Moi, je n'aime pas les speeches un peu. Moi, je suis Alexandra Buchut, je suis ergothérapeute en rééducation fonctionnelle enfant à Pontchaillou, Rennes. Et donc moi, je m'occupe essentiellement de la rééducation des prothèses des membres supérieurs. Et le kiné qui s'occupe du membre s'excuse, elle ne peut pas être présente cet après-midi. Voilà donc un peu l'équipe, on travaille tous ensemble, hein, c'est une consultation pluridisciplinaire où tout le monde participe à cette consultation. Donc moi, je vais vous donner quelques lignes, hein, parce que sinon on va prendre tout l'après-midi là-dessus. D'abord, on va définir l'agénésie. Hein, je pense que ça serait bien qu'on parle de quelque chose bien défini. Une agénésie, c'est l'absence partielle ou totale d'un organe qui va se faire lors du développement embryonnaire. À quel âge commence l'agénésie? On pense qu'à partir du 2e mois de grossesse peuvent commencer les agénésies. Qui peuvent aussi survenir un peu plus tard, mais pas avant le 2e mois, qui est l'âge du début de la segmentation chez l'enfant, chez l'embryon. Quelles sont on va dire, les étiologies, les causes de l'agénésie? Je vais simplement les citer sans rentrer dans les détails. D'abord, la maladie amniotique. La maladie amniotique, ce sont des ulcères inflammatoires qui vont créer ce qu'on appelle des brides, des sillons qui vont aller agresser les segments cartilagineux et va les empêcher de se développer. Il peut y avoir aussi des causes génétiques, c'est-à-dire ce sont des maladies de famille en famille qui sont une anomalie génétique transmise. Il peut y avoir aussi des causes infectieuses, comme la rubéole, donc toujours s'assurer que les femmes sont bien vaccinées contre la rubéole, la toxoplasmose, toutes ces maladies infectieuses peuvent être à l'origine de l'agénésie. Il y a aussi l'étiologie liée aux médicaments. On a incriminé pas mal de médicaments. Les experts de pharmacologie ont mis pratiquement tous les médicaments en cause, mais on n'a pas exactement des vrais médicaments. On va dire si cette personne va prendre ce médicament, l'enfant va avoir une agénésie. Mais on a incriminé les médicaments. La 5e cause, elle peut être d'origine purement mécanique, c'est-à-dire que l'enfant, il est mal placé dans le ventre de sa maman, il va subir des compressions sur les zones de développement et ça peut aboutir à des agénésies. Et la dernière cause, qu'on appelle les causes idiopathiques, en fait c'est pour cacher notre ignorance, on dit c'est idiopathique, c'est comme ça. Voilà un peu grosso modo les causes qu'on connaît qui peuvent, mon docteur Marlex peut-être rentrera dans les détails plus tard. Quelles sont les zones qui peuvent être touchées par cette agénésie? Il peut y avoir les organes, tous les organes, mais nous, aujourd'hui, on va parler du membre supérieur et du membre inférieur. Le membre supérieur, c'est rare qu'il y ait une agénésie au niveau du bras. Souvent, l'agénésie est au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire à partir de la partie proximale du coude. Et après, on peut tout voir. On peut avoir un radius, on peut avoir un cubitus, on peut avoir une main, on peut avoir des doigts, un doigt, 3 doigts. Tous les schémas sont possibles. Mais en général, au niveau du membre supérieur, c'est rare que ça se passe au niveau du bras ou de l'épaule. Au niveau du membre inférieur, tous les segments peuvent être touchés. Le segment fémoral, le segment tibial ou le pied. Le danger avec le segment fémoral, c'est quand il y a une association d'une dysplasie de la hanche. C'est-à-dire que quand la hanche ne soutient plus, le résidu
du segment fémoral. À ce moment-là, il peut y avoir des luxations. Et pour mettre debout une personne, on n'a plus d'appui au niveau de la hanche. Et donc, du coup, l'appareillage devient de plus en plus difficile. D'où l'importance d'effectuer un geste chirurgical stabilisateur au niveau du bassin. Il est indispensable à un certain moment. Ça, c'est les solutions, les segments qui peuvent être touchés. Quels sont les gestes chirurgicaux? On verra ça tout à l'heure. Le principe au niveau du membre supérieur, c'est surtout sur le plan chirurgical, c'est quand il y a une partie séquellaire désharmonieuse ou dysgracieuse, c'est de faire l'amputation au bon moment. Au niveau du membre inférieur, le problème, c'est l'inégalité des membres. Et à ce moment-là, soit on peut créer un allongement chirurgical, on vous parlera tout à l'heure, soit un allongement artificiel par le biais de l'appareillage. C'est quoi un allongement artificiel? C'est-à-dire on va mettre une orthoprothèse qui va compenser la différence d'inégalité de membres pour permettre à l'enfant de marcher sans boiterie, autant qu'on peut. Alors, quand on met une orthoprothèse, en général, les orthoprothèses sont proposées à partir d'une inégalité supérieure à 5 cm. Quand l'inégalité est inférieure à 5 cm, on peut les compenser par des chaussures orthopédiques. À partir d'une agénésie au niveau du segment fémoral, l'orthèse, elle doit englober en même temps que la jambe la partie importante de la cuisse, voire même une partie du bassin pour avoir un appui. Voilà grosso modo comment on appareille. Au niveau du membre supérieur, vous le savez aussi bien que moi, parce que vous vous renseignez beaucoup, vous en connaissez autant de moi, il existe les prothèses esthétiques, bien sûr, qui sont faites en silicone, et comme leur nom l'indique, ce sont des prothèses de vie sociale. Et il existe les prothèses qu'on appelle myoélectriques, ce sont des prothèses fonctionnelles qui permettent la saisie et l'appréhension des objets par la main artificielle. Tout ça nécessite un apprentissage. On en parlera dans la discussion, comment ça se passe, quelles sont les étapes, à quel moment on peut mettre ça, etc. Simplement, je veux répondre, entre guillemets, à la question que monsieur a évoquée tout à l'heure sur la présence de 2 prothèses par enfant. Ce n'est pas une invention, c'est une obligation. La loi autorise 2 prothèses par handicapé, une de secours et une qu'il peut porter. Donc si les parents ne le font pas, si les professionnels ne le font pas, c'est plus une négligence qu'une application des textes, parce que la loi l'autorise. Voilà. Mais au niveau de Théo, on a vraiment besoin pour marcher, on ne l'a jamais... Théo, pas marcher, courir. Oui. On ne l'a jamais proposé. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème des prothèses chez les enfants, c'est que si on en fait 2, on va mettre une première. Dans 3 mois, il va prendre 3 cm. Celle que vous avez fait en deuxième, elle va être au placard. Le problème au niveau des membres inférieurs ne se pose pas comme au membre supérieur. Le membre supérieur se développe beaucoup moins rapidement qu'un membre inférieur. Et un enfant qui grandit régulièrement, c'est bête de lui faire 2 orthoprothèses, dont une va rester au placard, et il va porter une, et au bout de 3 mois, quand il va prendre 3 cm, il va la mettre, elle va être inadaptée. Ou s'il prend du poids. Mais quand il casse son pied, il ne peut plus marcher. Et bien là, c'est là où on fait intervenir en urgence nos professionnels pour qu'ils fassent ça au plus vite. Vous connaissez très bien le problème et les soucis qu'on a. Mais il est évident que si des parents disent bah, « moi je veux 2 », on fait 2. Hein, c'est pas la question, on peut la faire. Mais bon, il faut être raisonnable aussi et voir si on ne peut pas toujours s'arranger avec les fournisseurs. Voilà, donc j'ai parlé des causes, j'ai parlé des solutions. Je vous parlerai plus au détail tout à l'heure en vous montrant des photos sur quel type de prothèse qui existe sur le marché, ce qui va arriver sur le marché, etc. Et je laisse la parole à ma collègue, Dr Marlex, qui va vous parler un peu de la chirurgie. À moi. Vous avez donné 5 causes. 6. Il y en a 6. 6, il y en a 7. Celle que... Pour moi. Oui, bah, oui, bah, on a avancé dans la science. on est ouvert. La fécondation in vitro, est-ce qu'elle n'y est pas pour aussi? Là, Fécondation in vitro. on en parlera parce que il faut des en médecine, il faut des certitudes. C'est pour cela que moi, quand j'ai dit qu'il y a des causes idiopathiques, des causes qui cachent notre ignorance, je mets là-dedans pas mal de choses. Donc moi, je ne parle surtout sur un public assez sensible, qui est très sensibilisé et que je connais très bien parce que je le pratique depuis 30 ans et je connais leurs sensations. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Okay?